6e épisode déjà. On a eu plusieurs mois encore entre les deux. Ouais, on va avoir une petite pause là. Encore une petite pause. Bon, Beaucoup de boulot. Ouais. tu bosses sur Pierce. Ouais. Mais t'as avancé sur la thèse quand même. Un peu, ouais. Puisqu'on a eu la conférence à Montpellier. Ouais. Avec des nouveaux résultats. Nouveaux résultats. Qui confirment du coup ce qu'on avait. Les précédents, du coup, sur l'aveu et le poids de l'aveu dans la décision du magistrat de laisser en détention provisoire ou non un individu. Ouais. Donc ça confirme. Donc c'est pas fini encore, mais pour l'instant ça va dans le bon sens. Les statistiques descriptives vont dans le bon sens et on attend du coup d'en avoir encore 200. Et... Ça c'est fini. Mais ça c'est long, c'est le travail scientifique, voilà. Pour reprendre l'expression de notre métier. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point, donc en attendant que tu aies fini l'analyse des données, on va faire un petit point sur tout ce mouvement dans lequel on s'inscrit, qui est le mouvement du sentencing, et on va essayer de faire une histoire des études de sentencing, comprendre ce qu'elles ont apporté. Pour commencer... Ouais, bah commence par m'expliquer un peu ce que c'est que le sentencing. Ouais. Comment toi t'es arrivé dedans, toi? Moi je suis arrivé quand t'étais à Chicago ou non, bien encore avant. Quand j'étais avocat. Quand t'étais avocat? Ouais, quand j'étais avocat. Quand j'étais avocat, un des premiers trucs dont on se rend compte, c'est que ça ne sert à rien de connaître le droit, ce qu'il faut c'est connaître le juge, comme blague et Coluche en gros. Et c'était très gênant parce que même mes premiers clients, même eux le savaient. Et donc ils me disaient, c'est qui juge aujourd'hui et moi je connaissais pas les juges. Et donc du coup j'avais l'air d'un bleu. En plus j'étais jeune et donc... il est arrivé. Voilà, je venais d'arriver, oui, mais du coup c'était gênant parce que c'était des gens qui risquaient beaucoup de temps de prison et tout, tu vois. Ouais. Et donc je me sentais genre... Donc je me rappelle que j'étais très gêné par ça, hein, les deux premiers procès où on me demande qui c'est le juge, machin. Bon. Et là j'ai commencé à m'intéresser, je sais plus comment exactement, mais au fait qu'il y avait des gens qui avaient fait du terrain pour arriver à prédire en fait qui c'est qui allait en prison, qui c'est qui allait pas en prison, parce que tout ça, la loi ne te le dit pas. C'est-à-dire que si tu regardes le code pénal et le code de procédure pénale, tout ce que tu vois, c'est quelles sont les peines maximales prévues, et aussi, tu sais juste que le sursis simple n'est pas possible en récidive légale, je crois, c'est tout. Enfin, c'est le seul truc qu'on te dit, en gros. Et tout le reste, c'est de l'appréciation apparemment de fait. Il y a pas certaines fois, tu peux être aménagé et faire l'objet de peine alternative, mais c'est tout. Oui, il y a marqué tout ce qui est possible, mais il n'y a pas marqué les seules contraintes, c'est le maximum de la peine, mais qui est toujours très élevé, parce que même pour un vol simple... Non, c'est pas une table comme il y avait aux États-Unis. Aux États-Unis, ils avaient les sentencing guidelines, ça j'ai vu ça à Chicago. Peut-être que je les avais vus en fac d'éco, si je sais plus, peu importe. Et donc, en tout cas, j'ai découvert qu'il y avait ces études-là, donc ce qu'on appelle le sentencing, qui est un truc qui venait des États-Unis, mais qui se faisait déjà en France depuis les années 70, hein, il y en avait, on va en parler un peu. Mais... Donc il y avait ces études de terrain, soit à partir d'observation d'audience, soit à partir d'analyse de dossier, comme tu fais toi, qui... L'observation d'audience, c'est plus ce que fait Warren, du coup. Oui, observation ce que fait Warren Azoulay, tout à fait. La comparaison immédiate. Sa thèse sur les comparaisons immédiates. Et donc à partir d'un de ces deux matériaux, on essaye de modéliser la décision du juge, c'est-à-dire en fait de prédire à partir de combien de variables on peut raisonnablement estimer qu'un tel a des chances d'aller en prison et un tel non. Par exemple, on voit bien comment, à partir soit de modèles de régression, soit tu as fait des arbres de choix, de différents modèles d'inférence statistique en fait, on voit bien comment on peut représenter ce que fait un juge. Donc on appelle ça sentencing, parce que c'est un courant qui a commencé aux États-Unis. Le grand nom là-bas, pour ceux qui connaissent un peu sur la criminologie, c'est Thorsten Selin, qui était aussi un grand adversaire de la peine de mort. Parmi les différentes choses auxquelles Thorsten Selin a contribué, il a fait un grand truc sur les études de sentencing. Il y a aussi autre chose qui m'intéressait là-dedans, c'est que le sentencing, ça fait aussi partie, du point de vue des juristes maintenant, d'un pan plus général de la théorie du droit qui s'appelle les théories réalistes. Et moi j'ai toujours été attiré par ces théories-là.
Théorie réaliste, ça consiste à dire que... Le droit des livres et le droit de la pratique. voilà, c'est ce dont on a parlé dans c'est tout l'épisode truc, quoi. précédent sur l'indétermination. Hein. Voilà, c'est tout la détermination des textes. Voilà, Ouais, ok. ça vient de là. Et ça, quand j'avais découvert ça, le réalisme juridique, j'avais trouvé ça vachement intéressant parce que ça représentait beaucoup plus mon expérience de terrain, de pénaliste. Hein. Quand j'ai parlé avec des gens qui étaient civilistes, etc., pour eux, c'est moins... Ça Donc paraît c'est moins intéressant sur le important. plan théorique parce que ça nous dit quelque chose du droit et que c'est pas que le droit c'est pas que ce qu'il y a écrit dans les textes et c'est intéressant en pratique pour les praticiens du droit, les avocats qui en fait ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils font et à quelle sauce ils vont être mangés, quoi. Exactement, et Donc trouver ça, les bonnes c'est stratégies. une pragmatique et théorique, quoi. Ouais, exactement. Et trouver les bonnes stratégies. Ouais. Parce qu'en tant que jeune avocat, je me demandais juste comment on fait pour éviter la prison. Et parce que c'est que ça qui intéressait les clients. Les clients s'en foutaient d'être condamnés, tant que c'était pas de la prison ferme. Hein, comme explique très bien Combessi dans son travail sur Paul Fauconnet. C'est la prison qui posait problème. Et donc j'ai très vite compris qu'en fait, le mandat de dépôt, qui était un truc qu'on apprenait à peine à la faculté de droit, était en fait le truc le plus important à l'audience. Donc la question qui s'est posée, c'est comment on fait pour savoir qui c'est qui va avoir mandat de dépôt et quels arguments en fait on peut anticiper, quels arguments on peut sortir au juge pour anticiper. Et donc ces principaux arguments, ça va être, donc il y a 1, la gravité de l'infraction, 2, la situation de travail, 3, le casier judiciaire, 4, la nationalité, Ouais, et c'est des choses dont on va parler en fait aujourd'hui. Et Parce puis que, le juge, du coup. et Mais puis, ça, oui, le juge, il y a ces 4 trucs principaux. Après, il y a plein d'autres trucs, y compris qui c'est qui juge, etc. Mais ces 4 trucs principaux, en gros, c'est les découvertes, entre guillemets, de l'histoire du sentencing. C'est l'histoire du sentencing depuis les années 30, a découvert ces différentes variables, en fait, à quel point ces variables étaient importantes, à quel point elles avaient du poids. Et je sais qu'une fois que j'ai compris ça, moi, ça m'a beaucoup changé ma perspective. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des affaires où j'étais très content de comprendre que si je me mettais à fond dans donner des espoirs sur la situation socio-professionnelle de la personne, je pouvais éviter les mandats de dépôt, des trucs comme ça. Voilà, et donc ça c'est vrai que j'ai eu j'ai pas une grosse expérience d'avocat, j'ai une petite expérience, mais j'ai eu quelques affaires où j'ai eu l'impression que si j'avais pas compris ça, j'aurais pas réussi à aussi bien jouer mes cartes, quoi. Ok. Ouais. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes. Ouais. Donc les principales contributions là-dedans, du coup, c'est donc sur l'emploi. Alors ça commence par l'emploi, Ça commence par l'emploi. avec Ruch et Kirchheimer, peine et structure sociale, théorie critique du système pénal, je crois, qui est donc qui est le livre fondateur de la sociologie de l'institution pénale. C'est un livre qui a été écrit en 1939. C'est aussi le premier livre publié par ce qu'on appelle l'école de Francfort, c'est-à-dire ces chercheurs marxistes qui ont fui l'Allemagne nazie et qui ont été publiés à Columbia. Donc c'est toute une école, etc. Et donc c'est le premier ouvrage de cette école-là. C'est un ouvrage très important, peine et structure sociale. Je recommande comme une lecture de base sur l'institution pénale. Ou au moins l'article introductif. Oui, au moins l'article. Ruch a écrit un article qui s'appelle Marché, travail et régime des Et peines, régime des peines, ouais. ouais, qui résume sa thèse en gros. Voilà. Hein. Ça suffit. Hein, Oui, ça suffit. Oui, oui. la plupart du Mais temps. c'est important de le lire. Ouais. Toi, t'as aimé cet article? Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté? Je sais il y a très longtemps, mais j'ai compris du coup tout ce qui expliquait la corrélation entre le chômage et l'origine des peines, enfin tout ça. Enfin, Voilà, c'est la notion de justice de c'est classe. justement sur le dessus, là, Et donc la notion de justice de classe, c'est la première notion de sociologie de l'institution pénale. C'est celle qui a été, jusqu'à Michel Foucault, c'est la principale critique. Du coup. Oui, il a repris, et puis après, il a rajouté des trucs. Oui. Mais jusqu'à Michel Foucault, c'est en gros le principal prisme par lequel on pense la sociologie de la justice, c'est-à-dire ce que fait la justice au-delà des textes, on le pense par le prisme de la justice de classe. Donc qu'est-ce que ça veut dire du coup justice de classe? Ça veut dire qu'on incarcère davantage les marginaux, Les gens qui n'ont pas d'emploi. les marginaux du marché du travail. En gros, Ouais, c'est ça, marginaux du marché du travail. Ouais. Ouais. Donc, Et aussi, ça veut dire deux choses. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, dans un moment donné, on incarcère plus facilement quelqu'un qui est au chômage, qui n'a pas d'éducation supérieure, etc. Et ça veut aussi dire que sur la longue durée, les périodes où le marché du travail est plus précaire sont des périodes où on tape plus fort. Et ça, ce qui est très impressionnant. davantage depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Et ça, ce qui est très impressionnant, c'est que c'était une hypothèse qui avait été émise donc en 1939 pour expliquer l'émergence en fait des systèmes fascistes et nazis sous fond de Grande Dépression.
Et ce qui est intéressant, c'est que de cette hypothèse, depuis les années 2000, on l'a vu appliquée à plein de contextes, et ça marche à chaque fois. C'est-à-dire que dès que le marché du travail devient plus précaire, et bien que ce soit dans le néolibéralisme américain, que ce soit en Europe à partir des années 90, que ce soit même au Maroc, comme l'avait vu Hassan Haddad dans sa thèse qui s'appelait Pas une structure sociale dans le monde arabe, même au Maroc, on peut voir que quand le Maroc se libéralise et que le marché du travail devient plus précaire, l'incarcération au Maroc triple, avec les mêmes arguments qu'aux États-Unis, la guerre à la drogue, etc. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment un modèle très simple, qui date d'il y a 80 ans, c'est du sacré enregistrement initial, arrive à prédire plein de choses après. Et donc c'est un thème, justice de classe, c'est un thème qui est toujours aujourd'hui très important, quoi. Parce que ça prédit pas que seulement l'incarcération des chômeurs, quoi, on va dire, mais ça prédit aussi la non-incarcération des classes, on va dire, Oui. Des classes supérieures, en gros, ceux qui sont bien insérés dans le marché du travail. Le crime en col blanc. Donc ce que on appelle le crime en col blanc. Tout à fait. Donc ça, c'est l'une des conséquences C'est symétrique. Ouais. De la même manière que les couches les plus basses sont incarcérées très facilement, et ben de façon complètement symétrique, on peut avoir commis un délit d'initié d'une très haute gravité financière, Ouais. et n'avoir strictement aucune sanction parce qu'on est dans les couches les plus élevées. Et donc la notion de justice de classe, c'est une notion essentielle. Je crois qu'on ne peut pas faire un cours de ce institution pénale sans commencer par ça. Expliquer cette gestion différenciée des illégalismes, comme elle fait ça Foucault. Et ça, c'est Foucault, voilà. Voilà. Et donc Foucault, ça va être son point de départ. Voilà. Ça. Ouais. Ouais, ça va être son point de départ. Il va passer 3 ans. Maintenant, on le sait avec tous les cours qu'il y avait avant, surveiller et punir, la société punitive, théorie et institution pénale. Il passe 3 ans à donc tourner autour de la question de la justice de classe. Et ça va se voir dans surveiller et punir, puisque surveiller et punir, ça commence par Ruchet-Kirchheimer, justement. Et donc il parle de Ruchet-Kirchheimer, il parle aussi de Durkheim, et ensuite il explique que c'est intéressant, mais qu'il faut aller plus loin. Et après, du coup, dans Michel Foucault, la justice de classe, ça devient un des aspects, mais parmi beaucoup d'autres. Une des variables. Voilà, une des variables parmi beaucoup d'autres. Et on peut dire que 1975, du coup, puisque là on est passé de 1939 à 1975, bah, ça va être le moment où on va commencer à s'intéresser à d'autres variables. Donc on a quoi comme variable ensuite? Bah, donc ensuite, d'abord on va avoir tout ce qui est lié à la dangerosité. Donc à la fois la dangerosité psychiatrique, le casier judiciaire, tous les marqueurs d'être... Mais ça c'est problématique parce que, bon là déjà dangerosité peut-être pas, mais le casier judiciaire du coup c'est quand même le reflet en fait de justice de classe, enfin, puisque c'est un marqueur de classe également, mais pas direct. Mais... Non, c'est un marqueur de classe, c'est un marqueur de ce que fait déjà, en fait ça amplifie toutes les autres variables en gros. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, ça amplifie toutes les autres variables. C'est-à-dire que, imagine qu'il n'y ait que 2 variables. S'il n'y avait que la justice de classe et le casier judiciaire, tu dirais que le casier judiciaire à ce moment-là c'est un marqueur de classe. Mais en fait, si tu as 5 variables et le casier judiciaire, tu vas dire que le casier judiciaire c'est un marqueur de 5 autres variables. Tu vois. Donc en fait, ce que c'est le casier judiciaire, oui, c'est un marqueur en fait que la justice se prend au sérieux, ne se remet pas en cause et amplifie ses propres décisions. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire que tous les biais de la première instance, pas la première instance, on peut dire ça, tous les biais de la première condamnation, eh ben, sont multipliés de façon exponentielle à la deuxième en gros. Si on pense que quelqu'un qui a 3 condamnations sur son casier judiciaire est 3 fois plus dangereux que quelqu'un qui en a une, et ben, parce qu'on pense que la justice n'est pas biaisée du tout. Tu vois, on pense qu'elle n'est pas biaisée du tout, et donc si on se sert de ces 3 condamnations pour décider, eh ben, on multiplie tous les biais en fait. Tu vois. Et on donc, s'en sert parce qu'on s'intéresse maintenant à la dangerosité, oui, et voilà. qui elle, est symbolisée par la réitération des infractions, notamment, et donc par le casier judiciaire. Et par le fait que le sous-entendu que les gens ne devraient pas récidiver. Si on punit davantage de récidivistes, c'est parce qu'on considère que la peine normale n'est pas suffisante, en gros, pour lui. D'accord. Et donc c'est ça les gens dangereux, entre guillemets. Une personne dangereuse, c'est quelqu'un qui a montré que c'était pas suffisant. Que la peine normale n'est pas suffisante pour lui. Ouais. Hein, et donc ça c'est un critère qui est très important et qu'en fait on va dire que tous les antécédents judiciaires, ça fait partie
tous les antécédents, en gros, est-ce que le bonhomme est connu des services de police, toutes Ouais. les formes d'antécédents, jusqu'à la récidive légale, il y a plein de formes d'antécédents, d'accord. Tout ça, c'est quelque chose qui est très très important pour le système pénal. Quand on commence une garde à vue, c'est la première question que les gens se posent. Les policiers appellent le procureur et on regarde, alors il est connu, il n'est pas connu, c'est leurs expressions, d'accord. Et donc on a des études ethnographiques qui montrent ça. Si vous allez au tribunal, vous verrez que c'est la première chose qui est discutée, le casier judiciaire de monsieur, et puis quand le procureur prend ses acquisitions, alors sur la personnalité, monsieur a 2 infractions sur le casier judiciaire, ce qui montre que... Et donc c'est quelque chose de très important, qui est parfois redondant avec la justice de classe, puisque puisque ça amplifie, mais c'est aussi quelque chose à part quand même, et donc il faut savoir, ça a aussi sa propre valeur autonome, quoi. C'est plus un critère de. C'est plus un critère de l'administration de la justice qu'un critère en fait strictement personnel quoi, de l'individu quoi. Et, ok. Ça crée donc toute cette logique qu'on appelle la progressivité, en gros, il y a toute cette logique de l'institution pénale qui consiste à considérer qu'en fait la réponse c'est un peu comme un escalier, quoi. Il faut voir sur quelle marche on est et on peut monter progressivement. Et ce qui veut dire que on va se trouver dans des situations où quelqu'un qui est jugé 3 fois d'affilée pour 3 actes d'une gravité très relative, quoi, pour 3 petits vols ou un truc comme ça, et sera davantage puni que quelqu'un qui est jugé la première ou la deuxième fois pour quelque chose de plus grave. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des gros écarts de jugement à gravité égale. Les vols, c'est vraiment typique, hein, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés pour beaucoup de petits vols. Parce que le sentencing a vocation à faire ça, à faire toute chose égale par ailleurs. C'est quoi ce qui va déterminer le plus Tout à fait. Donc là, toute chose égale par ailleurs, c'est le casier qui... le casier devient très important. Et d'ailleurs, l'histoire du sentencing, c'est qu'au fur et à mesure, plus on va découvrir de variables, plus ça va évidemment modérer l'importance de la gravité, qui est issue du code pénal. Dans le code pénal, la variable qu'on voit, c'est la gravité. Ouais, ça c'est... Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on insère une variable en plus, si on dit non mais il y a la gravité, mais on ne traite pas pareil les chômeurs et les autres. La gravité, mais on ne traite pas pareil les gens qui ont un casier et les autres. Et à chaque fois qu'on met une variable, ça veut dire que la gravité est moins importante. Mais ça c'est la première variable en fait, la gravité. C'est la première au sens... c'est la plus visible. Ouais, au sens potentiel quoi. Oui, au sens... Oui, voilà. La plus visible. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, ça c'est la plus visible, on va dire. Mais dans les faits, c'est très compliqué on ne peut pas vraiment la comparer aux autres, parce que la gravité, c'est pas quelque chose de métrique, c'est quelque chose de... souvent, la gravité des actes, elle n'est pas commensurable des uns à un autre, enfin d'un à l'autre. Enfin, en partie, en plus, c'est tellement compliqué à mesurer. Oui, on peut pas vraiment mesurer, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr qu'en moyenne un meurtre... que j'essaye de faire néanmoins dans mes stats. Hein. Enfin, que j'arrive pas à le structurer. Je sais pas si je le structure par rapport au quantum de peine encouru, si je le structure par rapport au chapitre du code pénal dans lequel... Il faut que tu aies plusieurs indicateurs. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas un seul de bon, c'est pour ça. Non. On avait fait crime de sang et les autres crimes, tu te rappelles aussi. Ouais. Et ça montrait que donc, il y avait la différence entre crime de sang et les autres crimes, c'était genre 60 jours de détention, un truc comme ça. Et donc, ce qui faisait une différence, mais une différence qui était quand même 2 fois moindre que celle entre j'avoue pas. Donc il y a une différence entre meurtre et viol d'une part et les autres crimes. On reste plus longtemps en détention quand on est accusé d'avoir commis un meurtre ou un viol que pour un autre crime, mais la différence est quand même moindre qu'entre quelqu'un qui avoue pas. Donc si on prend une analyse univariée comme ça, voilà, c'est que des indicateurs qu'on peut avoir, et après il faut croiser tous les indicateurs. Mais ce qui est important à dire sur la gravité, en fait, c'est juste que, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est juste de dire qu'à chaque fois qu'on rajoute une autre variable, nécessairement, ça veut dire que la gravité pèse de moins en moins. Voilà. À moins qu'il se trouve que la gravité est alignée avec l'autre variable. Mais c'est pas le cas. Voilà, elle est complètement corrélée, mais c'est pas le cas. Ça n'a pas de sens de penser ça en fait. Non. Il y a pas de sens non. C'est même plutôt le contraire en général. Oui, c'est pas les... en général, c'est plutôt le contraire parce qu'il y a des filtres en amont qui font que si vous êtes protégé de l'institution pénale par votre position sociale, par exemple, et pour y entrer, il faut que vous ayez fait quelque chose de plus grave que les autres. Et donc il y a même des filtres en amont qui font que non seulement ces choses-là ne sont pas corrélées, mais elles sont même corrélées plutôt de façon inverse. C'est-à-dire que les meurtriers en prison ont en moyenne un statut social sans doute plus élevé que les voleurs. Ça paraît être une bonne prédiction, et moi de ce que j'ai pu voir, ça marchait. Ouais, donc là, on en est où dans l'histoire ?
On en est à Foucault, la question de la dangerosité, et donc à la fois toute la question psychiatrique aussi, qui n'est pas bien connue, qu'on commence à étudier de plus en plus, et puis là j'ai plusieurs étudiants qui sont intéressés par ça, et on va bientôt faire un projet dessus, mais il y a beaucoup de patients psychiatriques en prison. La maladie psychiatrique, elle est censée être un truc qui te protège de la prison, mais dans les faits, ouais, mais dans les faits, c'est sans doute l'inverse dans certains cas. En tout cas, il y a certains cas où c'est sûr qu'il y a certains troubles psychiatriques où c'est sûr qu'ils aggravent ta situation. Je sais pas combien. Mais oui, quand tu vas en centrale, c'est pas les plus sains d'esprit quoi. Quand tu vas en maison centrale. Ça fait partie de façon plus générale du problème de la maladie dont on parlera à la fin, puisque c'était le sujet de la thèse de Lara Mailly. Lara Mailly va dire c'est les maladies non suivies en fait qui t'envoient en prison. Mais on va revenir sur ça après. Mais en gros, dans l'époque Foucault, j'ai l'impression que c'est la question de la dangerosité qui est une nouvelle variable en gros qui arrive. Mais avec le fou dangereux, tu vois, il s'intéresse à ça par le biais de la psychiatrie. Par le biais de la psychiatrie, ouais. Mais ouais, il y a toujours c'est pont contre la psychiatrie. Et, en gros, c'est l'enfermement des marginaux, mais d'un côté social, de l'autre côté psychologique, j'en sais rien. Ouais, ça fait partie d'un gros. Ouais, ça fait partie d'un grand truc de recherche, hein, les asiles et les prisons. Je veux dire, de Goffman. C'est quand même un thème. Donc, ensuite, à partir des années 80, surtout dans les années 90 et 2000, on se met à avoir la question ethnique et la question de la nationalité, et en général toutes ces problématiques-là, qui arrivent d'abord aux États-Unis avec l'écart entre Afro-Américains et Américains, Caucasiens, qui est toujours une question, je veux dire, une question qu'ils n'ont toujours pas réglée, mais qui dans les années 80 devient très importante et qui les amène à réformer tout le système fédéral pour essayer de réduire l'écart de peine, parce qu'ils ont l'impression que l'écart de peine est très très important, quoi. Et en France, ces questions-là arrivent aussi avec la question du contrôle aux faciès des policiers, celui qui était dénoncé par NTM dans sa chanson La Fièvre des années 90, où il racontait le contrôle aux faciès des policiers. Et donc ça va devenir un thème important c'est toujours en France. Un thème important d'ailleurs. Ouais, toujours. Les études aussi, comme l'étude de Fabien Jobard et Sophie Nevanen sur la couleur du jugement. Et donc ça c'est un deuxième, troisième variable qui arrive. Ce qu'on a pu voir avec Warren Zoulay sur la comparution immédiate et avec toi sur la détention provisoire, c'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le statut d'étranger, la couleur de peau, l'origine ethnique, c'est plus compliqué, et puis en plus, en France, on n'est pas trop habitué à traiter ce genre de variables, on ne sait pas jamais trop comment faire, etc. On n'est pas autorisé à en faire. On n'est pas autorisé à en faire. Déjà. Ouais. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà avant de prendre la question, genre dans les gens qui ont la nationalité française, en fonction de leurs origines, leur couleur de peau, etc., avant de prendre ces questions-là, la question plus générale de la nationalité, celle-là, elle joue de façon importante pour les garanties d'orientation. Ouais. Voilà. Oui, parce que ça, on voit ça dans les ordonnances. On voit ça dans les ordonnances, c'est marqué noir sur blanc. Il y a des attaches à l'étranger, il y a le risque de fuite, donc pas de garantie de représentation. C'est marqué noir sur blanc. Voilà. Autre chose très impressionnante aussi, c'est de voir en comparution immédiate, quand on n'a pas le temps d'avoir des informations à l'étranger, qu'on juge un étranger, on suppose qu'il a un casier. Ça, c'est des trucs. Et alors, j'ai vu plusieurs fois les juges faire ça, ouais. Et je l'ai raconté ça dans une conférence, et j'ai des gens qui sont venus me voir à la fin en me disant que c'est vrai, hein, qu'ils voyaient ça, ça a beaucoup fait à tout le monde, mais les procureurs disent on n'a pas pu vérifier son casier, donc on imagine qu'il en a un. Ouais, et, pas drôle, mais ok. Ouais, c'est intéressant, le genre de deux poids, deux mesures. Donc la situation d'étranger, et qui se justifie pour eux, à la fois pour des raisons pragmatiques, c'est du genre, oui, quelqu'un qui est à l'étranger, il y a moins de chances qu'on arrive à le retrouver après, donc on le met en mandat de dépôt. Pour des raisons de marginalité, au même titre que le chômage. Les étrangers sont plus souvent marginaux. Ils sont vus comme marginaux par rapport à la société française, quoi. Et puis aussi pour des raisons rationnelles aussi. J'avais vu ça quand on avait fait l'enquête sur les comparutions immédiates à Marseille. On s'était rendu compte que notamment pour les gens qui avaient une nationalité d'Europe de l'Est, il y avait beaucoup plus de mandats de dépôt, et les procureurs avaient dit à l'audience, ça c'est intégré face à l'observation d'audience, parce que c'est pas écrit, mais on l'entend à l'oral, le procureur avait dit à l'audience qu'il fallait envoyer un signal fort au réseau, même alors même que les gens n'étaient pas condamnés pour appartenir à des réseaux, hein. On supposait qu'il y avait un réseau, et qu'il fallait envoyer
à ces pays d'Europe de l'Est un signal qu'en France, on ne sait pas faire. On a des gros brigands ici, on ne Ouais, ils sait n'ont pas les pas. preuves qu'il y a un réseau, mais il y a des éléments extra-légaux qui font que ça intervient quand même au procès. Quoi. Ouais, et donc on veut dissuader le réseau, Ouais. en quelque sorte. Et là, c'est très intéressant parce que c'est proposer une sorte de dissuasion locale, en gros, pas une dissuasion globale, mais une dissuasion locale, dire c'est important de dissuader les Bulgares, quoi. Voilà. Je veux dire, En vrai, je sais pas, peut-être qu'il y a plus de réseaux bulgares. c'est leur raisonnement pragmatique. Après, Ouais. moi, nous, on n'est pas. Voilà, Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas, ouais. non, c'est des éléments qu'on n'a pas, c'est leur raisonnement. Mais il faut arriver à comprendre Mais, ouais. par quelle logique, en gros, par quelle logique les gens de terrain en arrivent à ces conclusions-là, sans savoir quand c'est fondé, pas fondé, etc. Bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà quels sont les raisonnements qui s'amènent. Sur la couleur de peau ou l'origine, indépendamment de la nationalité, c'est les gens qui sont de nationalité française, mais qui ont des origines étrangères. C'est plus compliqué. Le travail qui était plus abouti en France, c'est donc cette étude à la Revue française de sociologie qui date de 2005, qui s'appelle La couleur du jugement, de Fabien Jobard et Sophie Nevennen. Et leur conclusion sur les outrages était que les Français d'origine maghrébine étaient davantage condamnés que les autres pour outrage, mais que cela s'expliquait par la différence de casier. D'accord. Donc c'était pas toute chose égale par ailleurs, que ça s'expliquait par la différence de casier. Cette différence de casier elle-même peut s'expliquer par une différence dans les contrôles au faciès. Donc en fait, la différence par rapport au casier n'explique aucune différence en fait. Ouais. Pas, Ouais. Ce qui du coup, enfin, on retrace un processus là en fait. Mais il s'agit de dire que les juges, en appliquant la même règle à tout le monde, les gens sont pas traités pareil au début, mais ils sont traités pareil quand ils ont un certain. Enfin ouais, tout ça montre que de façon générale, les modèles de régression, qui sont des modèles qui ont été faits pour étudier genre l'agriculture, où chaque variable dans l'agriculture est indépendante l'une des autres. Ouais. Ils sont pas très appropriés pour étudier des Ou en phénomènes. écologie ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ils sont pas appropriés pour étudier des phénomènes où les variables sont pas indépendantes. Ouais. C'est pour ça que. C'est fait pour des modèles où il n'y a pas de corrélation. Quoi. Oui, voilà, c'est fait pour des modèles où il n'y a pas de corrélation. Mais bon, on a été prémunis quand même. On y arrive. Non, mais nous on l'a fait parce que c'est un standard, mais on a aussi fait d'autres trucs. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que ça se fait pas, c'est juste une question de. Ça se fait pas de ne pas faire le standard, même si, en revanche, même si tu crois pas, à ce moment-là, tu fais autre chose en plus. Il faut pas le faire par fainéantisme. Et donc, dans les années 2000, on en arrive à un moment où les gens commencent à faire la synthèse des études de sentencing en France. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre d'articles, des articles en France et en Belgique, qui essaient de faire. C'est là où on rentre en gros dans. On essaye de montrer dans un modèle multivarié c'est quoi les 3-4 variables les plus importantes. Et donc, on synthétise en gros ces 3-4 variables-là: emploi, casier, nationalité. Dangerosité plutôt à travers le casier et le statut déjà détenu, quoi, en gros. Et en gros, ces trois trucs-là reviennent comme étant les trucs, les indicateurs de personnalité les plus importants, et à côté de ça, les indicateurs de gravité. Les infractions violentes sont jugées plus sévèrement que les infractions non violentes, les infractions sexuelles sont jugées plus sévèrement que les infractions non sexuelles. Et ça, en gros, c'est la synthèse dans laquelle on se trouve quand tes recherches commencent, en gros. À une exception près, qui est le travail que Lara Mahi a publié quand elle a commencé sa thèse à peu près, en 2015 je crois, juste avant, comme ça, ouais, sur l'état de santé, qui est en gros la grande nouvelle chose sur le nouvelle variable. La grande nouvelle variable, la grande nouvelle variable. Donc Lara Mahi, donc à ma connaissance c'est la seule étude comme ça, mais Lara Mahi a analysé près de 400 comparutions immédiates à Paris, et elle regarde en fait l'état de santé des gens qui sont jugés, avec comme hypothèse initiale de se dire que les gens qui sont malades à l'audience sont peut-être pas traités pareil, peut-être qu'on leur tape dessus encore plus sévèrement en appliquant un peu le principe de Rechet-Kirchheimer, principe de moindre éligibilité, et plus vous êtes mal, plus on va taper fort, parce que plus il faut taper fort pour vous le dissuader, c'est genre la logique de Rechet-Kirchheimer. Et puis, ou alors peut-être l'inverse, peut-être que l'on va avoir un état maternel qui veut protéger les gens malades, et donc qui sera plus indulgent envers eux. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une différence très importante entre les gens en fonction de leur état de santé,
mais que cette différence, elle est liée à leur suivi. Les gens qui sont suivis sont très largement protégés de la prison. S'ils prennent en charge leur maladie. Ils ont un médecin, ils prennent ça au sérieux, ils peuvent le justifier, etc. Les gens qui ne sont pas suivis, eux, au contraire, sont très très défavorisés, ont 3 fois plus de chances d'aller en prison, parce que c'est un signe, de leur marginalité, comme les pauvres, quoi. 2, c'est même un signe de leur dangerosité pour eux-mêmes. 3, c'est un signe que la prison peut être utile pour eux, parce qu'elle peut permettre de mettre en place ce soin. Et donc j'aime beaucoup cet article, parce que cet article de Lara Mailly qui s'appelle Vers une sanitarisation du pénal, parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses beaucoup plus assez fines sur la justice quand même. Hein. Qu'est-ce que ça va comprendre toi du coup de... Mais ça peut comprendre toutes ces composantes, c'est-à-dire qu'il y a une composante pragmatique à chaque fois, dans chaque décision, de mettre quelqu'un en prison. Il y a toujours une composante pragmatique. Il faut donner une bonne raison sur au la juge. finalité de la peine, quoi. Ouais, il faut donner une bonne raison au juge d'incarcérer ou de ne pas incarcérer. Donc là, en l'occurrence, c'est de soigner. Ou de ne pas interrompre le traitement. Ouais. Tu vois, il y a deux arguments, en gros, tu vois, 2 arguments et qui pèsent énormément apparemment, tu vois, puisque il y a beaucoup de cas qui sont concernés et elles sortent des corrélations vachement fortes. Et ça fait sens, ça te montre comment les avocats... C'est vrai pour ça, en revanche, mais c'est pas vrai pour l'emploi, par exemple, là. Ils vont pas se dire c'est con d'arrêter l'emploi, tu vois. Parce qu'ils mais s'il y a quelqu'un a un emploi, il a moins de chances d'aller en prison. Ouais. Parce que ça serait con de... Non. Et si quelqu'un n'a pas d'emploi, on s'en fout. Ouais. Mais ouais. Parce que sur ADP, tu vois, c'était pas ça. Dans toutes les, non, mais attention, parce que sur l'ADP, tu connais pas... Non. Attention. Parce que sur l'ADP, on ne sait pas ab initio. Peut-être que ça protège ab initio de l'ADP, l'emploi. Oui, c'est vrai. Non. En revanche, quelqu'un qui est en prison, en effet, il n'y a aucune raison pragmatique de le laisser sortir s'il avait un emploi avant. Ouais, mais il y a une raison pragmatique de le laisser sortir s'il a un projet d'emploi. Excusez-moi, là ça indique que ça ne change rien en fait. Ouais, mais il y a une raison pragmatique de le laisser sortir s'il a un projet d'emploi. Cette raison pragmatique. Oui, c'est ça qui est pas mal. Ça montre le côté pragmatique, c'est-à-dire le côté genre au cas par cas en gros. Ce que vont te dire les juges à chaque fois. Ils vont te dire, nous on juge au cas par cas, tous les cas sont différents, on ne peut pas les réduire à des variables, ce qui n'est pas vrai parce qu'en fait ces cas pragmatiques ils sont réductibles à un certain nombre d'indicateurs quand même. Globalement. Mais eux, ils ont l'impression qu'ils ne prennent que des décisions au cas par cas. Très nuancées, très étudiées. Ouais. Et cet article de Lara Mailly, il m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, mais une des choses qu'il m'a montré, c'est ce côté, cette variable, si tu la prenais un peu sans nuance, tu voyais rien, et une fois que tu mets 1 degré, d'un coup tu vois une division entre 2 cas extrêmement très différents. Et donc très intéressant de voir comment 1 degré de nuance en plus te fait voir quelque chose que tu n'aurais pas vu du tout sinon. Si tu avais juste traité les gens comme malades, pas malades, tu voyais rien. Mais malade suivi, malade pas suivi, voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on en arrive, nous, à essayer d'établir la puissance d'une nouvelle variable qui est celle de l'aveu, qui a beaucoup d'importance théorique, quoi. Il y a de très bonnes raisons, a priori, de penser que l'aveu est une question importante. Mais jusque-là, on ne connaissait pas d'études qui mettent en valeur l'importance de l'aveu, quoi. Bah non, il n'y a que des théories là-dessus de Foucault, quoi. Depuis Foucault, ouais. Mais là, on va peut-être arriver à mettre en lien une nouvelle variable, quoi. C'est comme ça que la thèse se place, en fait, après une longue histoire de cette médecine.